Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition des débats de Mediapart. Aujourd'hui, nous allons parler de Vladimir Poutine. Alors, pas vraiment de l'Ukraine, pas vraiment de l'effondrement du rouble, de la crise économique russe, du pouvoir quasi absolu du Kremlin et de la répression des opposants. Non, on a plutôt envie de cerner finalement quelle est la philosophie politique qui peut inspirer Vladimir Poutine. C'est-à-dire quel est son projet, quels sont ceux qui l'ont influencé, ces philosophes et ces intellectuels russes qu'il cite de plus en plus fréquemment dans ses discours. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les catégories politiques en Russie ne correspondent en rien à celles que nous connaissons en Europe. La droite, la gauche, la social-démocratie, le libéralisme, le néolibéralisme sont des écoles de pensée quasi inconnues dans ce pays, ou en tous les cas, elles n'aident pas à comprendre quel peut être le projet politique de long terme porté par Poutine. Vladimir Poutine qui est au pouvoir maintenant depuis un peu plus de 15 ans et qui pourrait y demeurer encore une dizaine d'années s'il est réélu en 2018. Alors pour parler de tout cela, deux auteurs, Michel Elchaninov, je me permets de commencer par vous, puisque vous publiez le 4 février, donc ces jours-ci, chez Actes Sud, un court essai titré « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Vous êtes philosophe, vous êtes rédacteur en chef adjoint du mensuel Philosophie Magazine et vous êtes, entre autres, l'auteur d'un livre sur Dostoïevski. Et puis à vos côtés, Juliette Cadio, vous êtes historienne, chercheuse à l'EHESS, vous êtes spécialiste de la Russie et de l'URSS, et vous avez publié il y a quelque temps, il y a 3-4 ans, un livre aux éditions du CNRS qui s'appelle « Le laboratoire impérial ». Russie-URSS 1860-1940. C'est un livre, pour le résumer très rapidement, qui explore les continuités entre l'Empire tsariste et l'Union soviétique, et puis qui explicite ce qu'on connaît très mal, nous, Français, c'est pas vraiment dans nos schémas intellectuels, les différentes politiques de nationalité mises en œuvre. Alors, Michel Elchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine, c'est un petit essai qui fait 170 pages, qui est publié aux éditions Actes Sud. On résume finalement Poutine trop souvent et de manière sans doute trop caricaturale, d'abord par son passé d'agent du KGB, et puis ensuite par cette fameuse phrase qu'il a prononcée, je crois, à peine élu président, la disparition de l'URSS a été la plus grande catastrophe du XXe siècle. Pour vous, quelle est la relation véritable, intellectuelle, politique de Poutine avec cette URSS? C'est une relation assez intime finalement. Vladimir Poutine est né en 1952 à Leningrad, dans une ville qui est totalement meurtrie par le terrible blocus qu'elle a subi. C'est une enfance soviétique assez ordinaire finalement que vit Vladimir Poutine. Son père a été combattant au sein des forces du NKVD pendant la Seconde Guerre mondiale. Son grand-père était cuisinier de Staline. C'est une filiation soviétique ordinaire. Alors, il y a évidemment donc ce fond de couche, si j'ose dire, soviétique chez Poutine. Alors, précisons, Poutine n'est pas communiste et affirme qu'il n'a jamais cru au communisme, au marxisme, à la société sans classe, à l'économie étatisée et au kolkhoz. À l'économie soviétique. À l'économie soviétique. Il considère qu'il n'est pas communiste, mais il revendique depuis toujours, et notamment depuis son arrivée au pouvoir en 1999, il revendique une fidélité à certains traits marquants d'une culture soviétique que sont le patriotisme. La patrie soviétique, il faut la défendre, il faut l'aimer, notamment contre les attaques venant de l'étranger, ce qui implique une certaine hostilité, méfiance en tout cas vis-à-vis de l'étranger, de l'Occident. Donc patriotisme, mais également exaltation du militarisme. La société soviétique était une société profondément militarisée jusque dans les esprits. Si vous lisez le dernier livre de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, c'est un trait extrêmement saillant de l'homme soviétique, si j'ose dire. C'est cette inscription du fait militaire dans la chair, évidemment, malheureusement, mais aussi dans les esprits. Il y a enfin chez Poutine, outre ce patriotisme et ce militarisme,
une croyance suivant laquelle le KGB, mouvement dans lequel il s'inscrit dans sa jeunesse, n'est pas le responsable de millions de morts en URSS, mais est le fer de lance, l'avant-garde de la patrie soviétique. Et donc il y a une exaltation également du KGB comme fer de lance de la patrie soviétique. Donc il y a un fond non communiste mais soviétique totalement assumé chez Poutine. Et de cette URSS, finalement, il garde la nostalgie un peu d'un statut impérial ou du statut d'une superpuissance. C'est oui. ça qu'il retient de l'URSS. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, la catastrophe géopolitique dont il parle en 2005, pour lui, c'est d'abord le fait que des millions de personnes se retrouvent tout d'un coup, comme il dit, sans pays, c'est-à-dire loin de la mère patrie soviétique. Donc, il va falloir aider. On voit qu'ici, il y a déjà en germe l'aide aux russophones ou, disons, aux ex-soviétiques qui sont séparés de la mère patrie soviétique et de la Russie. Mais ce qui est intéressant avec cette nostalgie, c'est qu'elle a véritablement pris corps tardivement. En 2005, quand il prononce cette fameuse phrase, Poutine dit « Moi, c'est des considérations humanitaires. Finalement, je souffre pour ces personnes dispersées hors de l'URSS. » Mais lors de son discours du 18 mars 2014, qui célèbre la victoire de la Crimée, là, il est beaucoup plus précis. Il dit « Un fait majeur a eu lieu, malheureusement, la chute de l'URSS. » Et là, il exprime un jugement de valeur. Malheureusement, l'URSS s'est désintégrée. Donc, effectivement, il cultive une forme de nostalgie pour cet impérialisme soviétique. Et alors, Juliette Cadio, vous qui avez beaucoup étudié cette idée impériale russe au 19e, l'Empire tsariste, et puis sous l'Union soviétique, est-ce que vous êtes surprise de la voir quasi intacte encore aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a muté ? Comment vous voyez ça en tant qu'historienne et sur cette période ? Alors, pour répondre à votre question en général, peut-être sur le livre, c'est-à-dire ce qui me semblait important de faire, et je n'étais pas la seule dans un mouvement historiographique qui a lieu depuis une quinzaine d'années, disons, sur l'histoire de l'URSS, c'est de mettre en perspective cet aspect impérial. Et on a du mal, en France aussi, à le comprendre. C'est-à-dire, quand au moment des événements en Ukraine, un certain nombre de personnes se sont demandé ce que c'était, quand des personnes nous disent encore « mais quand même, on sait très bien que l'ukrainien et le russe, c'est la même chose », quand on a encore cette idée d'un patriotisme russe, comme si c'était quelque chose qui serait assez proche de notre propre patriotisme, on oublie l'extraordinaire diversité de cet empire, donc au moment de la fin de l'Empire des Tsars. Donc, il faut savoir qu'en 1897, donc à la fin du 19e siècle, il y a plus de musulmans dans l'Empire russe que dans l'Empire ottoman voisin. Donc, on a une diversité ethnique, religieuse, de langue, de formes de gouvernement, de représentation de ces entités qui est gigantesque. Et alors, derrière, il y a en effet, depuis Catherine II, depuis le XVIIIe siècle, très fortement le XIXe siècle, des enjeux d'expansion territoriale, mais qu'on trouve dans tous les empires à la même période, enfin, c'est très classique. Mais il y a par contre une réflexion très poussée sur la manière dont on va réussir à organiser ces différentes nationalités et différents essais idéologiques. Et donc, ce qui est intéressant, quand on prend une perspective un peu de longue durée, c'est de voir comment, en effet, il y a des essais à géométrie variable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est la russité véritable, qui est rarement la Russie purement ethnique au sens très linguistique du terme, qui très souvent est composée aussi de l'Ukraine et aussi de la Biélorussie. Et donc c'est tout ce concept de Novorossiya, de Nouvelle-Russie, qui à la fin du 19e est très important dans la pensée très conservatrice de Nicolas II et de son entourage. Donc Novorossiya, c'est un concept forgé fin 19e. C'est un concept. Je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, les télévisions d'État russes, quand elles traitent du conflit dans l'est de l'Ukraine, on ne parle plus de la guerre en Ukraine, on parle des combats dans Novorossiya. Oui, non, mais c'est en fait la constitution donc, idéologique, disons, de la fin de l'Empire, au moment où il y a de plus en plus donc, de nationalités qui réclament en fait ce qu'une partie des Russes réclament, c'est-à-dire à la fois une redistribution des terres et plus de démocratie et de représentativité.
face à ça, il y a une construction des penseurs russes que la Russie est cette alliance entre les petits Russes, Malarouski, les Biélorusses, et Velika Russie, les grands Russes. Petits Russes, les Ukrainiens. Et les petits Russes sont les Ukrainiens. Voilà, donc bon, je passe assez vite, mais c'est vrai qu'avec Poutine, ce discours, avec les derniers événements, ressurgit de manière assez évidente. Donc ça, c'est le cœur de l'empire tsariste. Ça, ce serait le premier cœur. Voilà. Ouais. Et dedans, alors ça, on en a aussi beaucoup parlé, mais en particulier, l'Ukraine a un rôle fondamental, puisque c'est le berceau de la Russie, puisque c'est le baptême, la chrétienté. Et donc, le fait que, d'un point de vue très culturel, l'Ukraine doit être dans un ensemble russe, c'est quelque chose de très important et qui a l'air de faire consensus de manière assez évidente. Et dans ce que vous avez étudié, cette culture, je dirais, ces référents intellectuels, traversent la période soviétique. Alors, je ne le dirais pas pour toute la période, en fait. Il y a quand même des temporalités assez différentes. Il y a quand même un fort mouvement qu'on a appelé d'ukrainisation et qui était la même chose dans l'ensemble des nationalités. C'est-à-dire que vraiment, les bolcheviks arrivent avec une solution à ce problème des nationalités, qui est à la fois la terreur, évidemment, parce que leur solution passe quand même par la terreur, mais aussi de reconnaître que ce sont les élites locales et qu'ils ont le droit de parler leur langue et qu'ils ont le droit d'avoir leurs journaux. Et donc la construction réellement de l'Ukraine, en termes politiques, se construit donc dans la guerre civile et puis au tout début de l'Union soviétique. Et donc il existe aussi une Ukraine fondée par l'expérience soviétique. Il y a une république indépendante, si je me souviens bien. Il y a une république indépendante de 17 à 20, oui, de 1917 à 1920, mais même après, il continue à y avoir un fort mouvement d'ukrainisation. Et puis après, on pense aussi qu'à la faveur de la mort de Staline, il y a aussi ce qu'on appelle aussi des élites ukrainiennes qui ont tendance à parler ukrainien et qui seront après les élites qui prendront le pouvoir au moment de l'indépendance. Donc on a un double mouvement un peu plus compliqué. Voilà, donc le modèle soviétique est un tout petit peu différent, mais bon, après, évidemment, les vraies décisions sont prises à Moscou, et le départ de l'Ukraine a toujours été, pour les Russes... Alors, il semble, Michel Elchaninov, que donc c'est cette vision un peu retravaillée que reprend à son compte Poutine. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il y a eu une phase quand même différente, un tournant conservateur en 2004. Parce que dans les années 2000-2004, vous avez remarqué, vous citez plusieurs discours de Vladimir Poutine, qui par exemple cite Emmanuel Kant, présente comme projet politique le fait d'amener la Russie à des standards européens et se présente comme un libéral gouvernant une Russie qui a pour vocation à être les deux pieds dans l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il se passe en 2004 ? Alors, entre 2000 et 2004, effectivement, Poutine veut moderniser, réformer le pays, l'asseoir, le stabiliser, et il y a une sorte de discours qui se veut libéral. En fait, en Europe, Poutine cite Kant en parlant de la paix perpétuelle, des valeurs libérales. En revanche, il va énormément en Asie à cette même période, et là, il s'excuse un peu d'avoir eu un portrait de Pierre le Grand, le tsar pro-européen et réformateur dans son bureau. Il a un tout autre discours. Il a aussi un discours asiatique en même temps. Donc en gros, de 2000 à 2004, Poutine observe. C'est un bon judoka, comme vous le savez. Il considère même qu'il y a une philosophie du judo qui consiste à prendre appui sur sur les faiblesses de ses adversaires. Entre 2000 et 2004, Poutine observe, libéral pour les Européens, déjà pro-asiatique pour les Chinois, les Japonais, les Indiens. Mais c'est vrai qu'en 2004, il se passe quelque chose. Il y a plusieurs événements, en fait. Le premier événement, c'est la terrible prise d'otage de Beslan le 1er septembre 2004 dans cette petite ville du Caucase russe où des terroristes tchétchènes prennent en otage les enfants, notamment d'une école. Il y a une libération catastrophique qui aboutit à la mort de plusieurs centaines de personnes. Un traumatisme énorme, évidemment, dans le pays. Vous imaginez des enfants tués le jour de la rentrée, une opération de sauvetage ratée. Et donc, à ce moment-là, Poutine perd totalement confiance dans les institutions démocratiques. Au bout de 2 semaines, il va décider que les gouverneurs des régions ne seront plus élus, mais seront désignés par le pouvoir. Kremlin. Donc il y a une sorte de prise de conscience, en tout cas. Poutine s'imagine que les institutions démocratiques mises en place depuis les années 90 ne suffisent pas. Deuxième événement, les révolutions de couleur.
2003, fin 2003 en Géorgie, le jeune Saakashvili, pro-américain, arrive au pouvoir. Fin 2004, la révolution orange qui met également au pouvoir un parti pro-occidental. Troisième élément qui alimente une sorte de paranoïa de Poutine, l'entrée dans l'OTAN et dans l'Europe des pays baltes, qui pour Poutine sont vécus comme justement une violation intime de cette idée impériale. Et donc à ce moment-là, il y a un premier tournant conservateur chez Poutine qui considère qu'il va falloir redresser la Russie et sa vocation impériale à partir d'une éducation fondée sur la religion, alliance très forte avec le patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe, éducation morale, éducation patriotique, hostilité de plus en plus affirmée vis-à-vis des influences étrangères forcément néfastes. Donc il y a un premier raidissement de Poutine en 2004 qui va continuer et qui va prendre une forme de plus en plus exacerbée depuis son retour au pouvoir, à la présidence, en 2012. D'accord. En même temps, vous dites paranoïa, vous parlez de paranoïa, mais c'est vrai qu'on peut constater, certains appelleront une stratégie d'encerclement des États-Unis et de certains pays européens qui viennent aux frontières de la Russie, quand la Russie, politiquement, était habituée à avoir une sphère d'influence et des États tampons. Alors, cette analyse oublie un fait majeur qui est les peuples des anciennes républiques soviétiques qui ont évidemment énormément souffert parfois de l'occupation soviétique, je pense bien sûr aux pays baltes, mais aussi des peuples qui, s'étant séparés de la Russie, prennent leur destin en main dans des conditions parfois difficiles, parfois chaotiques, parfois violentes, mais qui décident d'essayer des alternances. Quand Saakashvili arrive au pouvoir en 2003, les Géorgiens se demandent si se tourner vers l'Occident ne sera pas meilleur pour eux. De même, quand Yushchenko arrive au pouvoir fin 2004 en Ukraine, les Ukrainiens, une partie des Ukrainiens, une majorité, se demandent si se tourner vers l'Europe ne va pas les aider à améliorer leur vie, tout simplement. Donc, dans ces analyses, disons, géopolitiques, avec beaucoup de guillemets, je pense qu'on oublie un fait majeur qui est l'histoire tragique, difficile de l'Union soviétique et des peuples pendant l'Union soviétique et évidemment avant, sous l'empire des tsars, donc la volonté démocratique de reprendre en main son propre destin. On oublie ça. Et puis également, je pense qu'il faut prendre en compte, sans évidemment toujours revenir au passé KGBiste de Poutine, à ses origines KGBistes, mais disons que dans l'esprit de Poutine, il y a forcément un complot derrière un mouvement démocratique. C'est-à-dire que dans l'esprit de Vladimir Poutine, ce qui se passe en Géorgie, ce qui se passe en Ukraine, est forcément une opération de la CIA. Il y a des masses populaires qui protestent, qui votent, qui décident de prendre en main leur destin. Oui, c'est évidemment un danger Poutine, pour lui sur la scène intérieure. Voilà, et c'est un danger pour lui sur la scène intérieure, même si à l'époque il est encore relativement en sécurité sur la scène intérieure, ce qui n'est plus le cas en 2011, mais c'est surtout dans son esprit une opération de service étranger, parce que sa culture au fond n'est pas démocratique. Cette grande alliance qui a été mise en scène tout au long des années 2000 entre le pouvoir politique et l'Église orthodoxe, là on a l'impression de retomber vraiment des temps du tsarisme, non? C'est un des fondamentaux de... C'est un des fondamentaux et c'est vraiment pas l'aspect le plus glorieux de ce qui se passe. C'est-à-dire on a vraiment Quand on va maintenant dans certains endroits à Moscou, par exemple, on voit vraiment des personnes habillées comme à la fin du tsar, plutôt avec des costumes qui rappellent un peu soit ceux des Cosaques, soit ceux des milices un peu d'extrême droite qui ont fait aussi un certain nombre de pogroms dans toutes ces régions ukraino-polonaises et biélorusses. Et c'est vrai qu'il y a un retour assez inquiétant d'une version très très conservative de l'histoire russe. Et cette proximité avec l'orthodoxie, moi je ne suis pas du tout une spécialiste
j'imagine que comme dans tout mouvement, l'orthodoxie, par exemple, a joué un rôle important dans la dénonciation de la terreur stalinienne. Donc, évidemment, tout phénomène est ambigu. Donc, les orthodoxes ont un rôle très important, justement, pour pouvoir dénoncer le stalinisme, et donc ont eu aussi un rôle politique, disons, alors, un des premiers, on va venir sur un peu les philosophes qui semblent avoir directement inspiré Poutine. Et l'un des premiers, qui est vraiment très peu connu, je pense vraiment très peu connu en Europe, s'appelle Ivan Ilyin. C'est un philosophe farouchement anti-bolchevique, si j'ai bien compris, proche des Russes blancs, qui part en exil au moment de la Révolution, et qui, lui, défend son credo, c'est de dire qu'il faut construire une nouvelle idée russe. C'est ça. C'est ça, vous pouvez nous présenter le personnage? Alors, Ivan Ilyin, effectivement, ce n'est pas un philosophe extrêmement connu, mais depuis qu'il est très en cours et souvent cité par Vladimir Poutine, on le considère souvent, j'ai vu des documentaires à la télévision russe, le présentant comme le plus grand philosophe russe, ce qui est totalement faux. Ivan Ilyin, c'est effectivement, au départ, c'est un spécialiste de Hegel qui est en Russie, qui s'oppose énormément à Lénine et qui est renvoyé de la Russie bolchevique en 1922 dans ce qu'on appelait le bateau des philosophes. Lénine a affrété des bateaux pour chasser hors de la Russie communiste les intellectuels qui ne pensaient pas comme lui. Il en fait partie, il se retrouve dans la communauté russe blanche en Europe, notamment à Paris, et ensuite il est mort en Suisse, et il prend la tête d'une sorte d'idéologie que nous qualifierions en France de très à droite, c'est-à-dire profondément anticommuniste cette fois, mais impérialiste. Dans ses textes, il considère que l'Ukraine a évidemment vocation à faire partie de l'Empire russe. Et surtout, il écrit des textes sur ce que devra être la Russie à la chute du communisme. Ilyin attend la chute du communisme et il fait un peu de prophétie. Et il écrit des textes qui, quand ils ont été lus à Poutine, je pense qu'ils ont été lus à Poutine, ont dû produire sur lui un effet incroyable. En effet, il décrit l'idée suivant laquelle, après la chute du communisme, il faut un homme fort. Il faut la dictature démocratique d'un homme qui ne dépende pas de la conception un peu bourgeoise, formaliste de la démocratie, mais un homme qui vraiment vienne des tréfonds de la volonté populaire et soulève l'enthousiasme. Et donc il parle d'un guide qui doit être le chef de la nation. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cet Ivan Ilyin, assez peu connu, a été redécouvert dans les années 90 par un personnage que vous connaissez bien, qui est Nikita Mikhalkov, le fameux cinéaste, le réalisateur d'Ourga, des Yeux Noirs ou du Barbier de Sibérie. Et Nikita Mikhalkov s'est voulu, à partir des années 90, le champion du renouveau de la Russie blanche. Et donc il allait à Paris, il allait dans les librairies russes, il est sans doute tombé sur ces pages prophétiques d'Ilyin, et il a essayé d'en faire la publicité à Moscou. Et ça marche très bien parce que Poutine, vraiment à partir de 2005, et dernièrement jusqu'à fin 2014, cite des phrases d'Ilyin dans ses discours pour glorifier justement cette idée. Et alors vous dites que les hauts fonctionnaires sont aujourd'hui vivement encouragés à lire Ilyin. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on lit la presse russe, on se rend compte qu'il y a des séminaires qui sont organisés pour des fonctionnaires du Kremlin, pour les dirigeants du parti au pouvoir Russie Unie et les gouverneurs de région, des cours où on leur lit des pages d'Ilyin, mais aussi d'autres philosophes, pour les initier à la doctrine nouvelle de l'État russe, donc fondée sur l'apologie du guide, l'apologie de la volonté, l'idée d'une démocratie authentique qui soit une démocratie, comme dit Ilyin, qualitative et non pas quantitative. En gros, il faut un guide. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement d'éducation des hauts fonctionnaires à certains philosophes qui ont été donc repêchés du XXe siècle. Alors on va faire une petite pause pour regarder ça dure environ 40 secondes, une rencontre qui s'est déroulée, qui s'est tenue en août dernier en Crimée, à Yalta. Vladimir Poutine reçoit Philippe de Villiers. Philippe de Villiers est retiré de la politique, mais continue à faire et de l'activisme et des affaires, puisqu'il veut vendre à la Russie 2 parcs faits sur le concept du Puy du Fou,
Et il rencontre donc Poutine et il lui explique que ces parcs, ce sont des parcs non pas globalisés, mais le parc des racines, des profondeurs de l'âme de chaque peuple. C'est une vidéo qui dure 40 secondes. Et je veux que vous sachiez, Monsieur le Président, que les peuples européens ne pensent pas comme leurs dirigeants, les dirigeants de Bruxelles. Ils vous regardent comme un chef d'État qui a une parole pour le monde. Le parc du Puy du Fou n'est pas le parc de la globalisation, c'est le parc des racines. Et nous respectons la Russie et pour cette raison nous sommes profondément heureux de nous installer en Russie. Parce que nous croyons que l'avenir de l'Europe n'est pas sur le continent américain. L'avenir de l'Europe est sur le continent européen et l'Europe ne pourra pas se faire sans la Russie. Donc voilà Philippe de Villiers, c'est pour la France, et en France il y a également comme ami et comme allié le Front National. Mediapart a publié plusieurs enquêtes révélant le financement du Front National par une série d'organismes satellites du Kremlin. Il y a également en Europe des régimes, je pense à Viktor Orban, Premier ministre hongrois et très très proche de Vladimir Poutine. Finalement, les alliés de Poutine, si on regarde le paysage européen, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite et pas seulement. Je pense que Poutine veut véritablement se poser aujourd'hui comme le sauveur d'une Europe qui aurait renié, oublié ses racines chrétiennes. Il le dit depuis quelques années, l'Europe est en décadence, l'Europe a des frontières totalement ouvertes, l'Europe ne sait pas où elle va, l'Europe manque de leaders forts, l'Europe manque de vision. Et donc, Poutine a le projet, et vraiment c'est très clair dans ses discours, de devenir le sauveur de cette Europe. Ce qui explique l'attraction, la séduction qu'il exerce chez beaucoup de nos concitoyens en France, pas seulement d'extrême droite d'ailleurs, pour des motifs divers. Certains sont séduits par des motifs conservateurs. Je me souviens très bien d'une scène incroyable. Pendant les manifestations contre le mariage gay fin 2012, une partie des manifestants anti-mariage gay s'est retrouvée devant l'ambassade de Russie. Et ils ont crié « Poutine, sauve-nous ». Et effectivement, ce discours a été d'ailleurs très bien relayé par les médias russes. Oui. Une partie de l'Europe affolée par ce que serait en train de devenir l'Europe, c'est-à-dire une négation de la famille, vont chercher chez Poutine les valeurs conservatrices. Donc il y a une partie conservatrice, donc pas seulement l'extrême droite, mais aussi des personnes qui se reconnaissent dans l'UMP ou en général dans un humanisme conservateur, qui peuvent être séduits par Poutine. Il ne faut pas oublier aussi tous les anti-américains, tous les traditionnels anti-impérialistes qui considèrent que dès qu'il y a un désordre dans le monde, c'est d'abord les intérêts américains ou l'OTAN qui sont coupables. Et donc ces personnes-là se retrouvent plutôt à gauche ou à la gauche de la gauche, pas seulement d'ailleurs également, se retrouvent chez des souverainistes qui considèrent que Poutine est le rempart à l'américanisation du monde. Cette culture si particulière, cette voix russe, ce conservatisme, ce projet eurasiatique sont véritablement une force qui grandit pour s'opposer à la bêtise hollywoodienne, au monde McDonaldisé qu'il fantasme et qu'il redoute. Alors, face à cette Europe en décadence, la voix russe, Juliette Cadiot, qu'est-ce que c'est que cette voix russe? C'est une idée au long cours qui se promène dans l'histoire politique russe. C'est l'idée donc ce qu'on dit en allemand, c'est-à-dire le Söderweg russe, comme on l'avait dit pour l'histoire allemande, c'est-à-dire qu'il y aurait une voie particulière de modernité et d'accession à la modernité pour l'Allemagne qui passait par le nazisme et qui pour la Russie passait aussi par un régime autoritaire, non démocratique et différent des autres voies qu'a pris normalement compris les autres pays, selon une vision assez linéaire de l'histoire. C'est une idée qui est très importante chez les intellectuels russes, qui a été très importante
pendant la période stalinienne, à la fin du 19e siècle, chez même des représentants russes à l'étranger. Il y a des grands économistes à Harvard qui avaient aussi cette vision d'une voie particulière vers le progrès qui passait par d'autres formes et qui, en particulier, évitait la démocratie et la démocratisation. Donc c'est quelque chose d'important et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant parce que pendant assez longtemps, moi je fais partie plutôt d'un courant historiographique qui a essayé de normaliser l'histoire soviétique, enfin la normaliser, c'est-à-dire de la faire communiquer avec l'histoire européenne, de l'entrer dans l'histoire européenne. Et c'est vrai que les derniers événements nous avaient fait tous douter beaucoup de notre capacité d'analyse, parce que justement on avait assez peu prévu un tournant aussi fondamentalement réactionnaire en Russie. Évidemment, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de faire entrer l'histoire russe dans l'histoire européenne. C'est-à-dire, bon, pour mon cas très particulier, c'était essayer de montrer que cette gestion des territoires par la nationalité était une histoire européenne, que la Russie l'URSS avait un projet de modernisation, faisait appel à la science comme les Européens. Et c'était quand même la grande question de la période de Gorbatchev, c'est-à-dire l'idée qu'on revenait à une voie normalisée de progrès qui passait par à la fois des formes de représentation plus démocratiques, avec un peu des contre-pouvoirs, etc. Donc c'est un grand sujet. Ce tournant déstabilise vos Alors justement, analyses aujourd'hui justement, il ne me déstabilise pas, parce que heureusement, un certain nombre d'amis russes en particulier m'ont dit « vous n'avez juste pas assez travaillé », et que ce discours qu'on pourrait presque qualifier d'orientaliste sur la Russie, qui est un discours où ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, et ils sont peut-être un ailleurs extrêmement complexe à appréhender, et pas un discours dont on peut se satisfaire. C'est-à-dire que, et j'ai toujours en tête, par exemple, on a tendance à beaucoup idéologiser ce qui se passe actuellement en Russie, mais si on réfléchissait à l'Irak, ce qu'a fait Bush en Irak, en France, on idéologisait assez peu, alors qu'il existait un discours idéologique, et tout de suite on pensait que c'est le pétrole. On a beaucoup quand même examiné ce qu'était la philosophie politique néoconservatrice. Oui, mais quand même pas. Donc on a, et c'est ce à quoi servent les sciences sociales, c'est-à-dire on a vraiment ce travail à faire de traiter de la même manière les différents pays et de trouver un langage commun pour rendre compte évidemment de réalités extrêmement diverses, mais qu'il nous faut traduire dans une forme de langage commun. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'Yann Soderberg russe. Je pense que voilà, elle a une voix particulière comme toutes voix sont particulières, mais qu'il nous faut continuer à essayer d'avoir des outils qui nous permettent une mise en relation avec ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça que toute compréhension en effet, à la fois des discours, des acteurs de ces discours, et c'est un des vrais problèmes qu'on a actuellement avec la Russie, c'est-à-dire qu'on comprend très mal qui est dans le cercle poutinien. On a beaucoup de mal à justement aller plus avant sur les problèmes de pouvoir, alors qu'on l'a beaucoup plus aux États-Unis, où c'est un État de droit, où ils ont à rendre compte un minimum de ce qu'ils font. Donc ce secret, ces choses-là rendent vraiment l'affaire plus difficile, mais d'autant plus nécessaire, évidemment. Qui écrit les discours de Poutine? Vous avez une idée? Non, il y a tout un pôle de speechwriters. Tous mes interlocuteurs russes, j'en ai interviewé une dizaine pour cet ouvrage, me citent différents noms, mais en fait, les gens ne sont d'accord finalement que sur un cercle de très proches, qui ne sont pas ceux qui écrivent directement les discours, qui sont des techniciens, mais des gens qui ont une influence entre guillemets intellectuelle sur lui. J'en citerai 3. Vladimir Yakounine, président des chemins de fer de Russie, est un militant depuis longtemps d'une voie néo-orthodoxe pour la Russie. Chaque année, à Pâques, il va à Jérusalem pour récupérer ce qu'on appelle le feu sacré et le rapporter en Russie. Il a également obtenu un doctorat de sciences politiques à l'université de Moscou. Il a écrit un livre sur les réseaux d'influence occidentaux, évidemment néfastes, en Russie. C'est un ultra-réactionnaire néo-orthodoxe. Il y a encore Nikita Mikhalkov, qui n'est pas un très très proche, mais qui quand même a une certaine influence intellectuelle sur Poutine. Lui lit des pages d'Ilyine, lui parle de différents philosophes, lui souffle des idées.
troisième personne assez mystérieuse. Oui, Mikhalkov, ce n'est pas un intellectuel. Ah non, ce sont des gens qui ne sont pas des intellectuels, mais qui ont des très fortes prétentions intellectuelles. Mikhalkov, par exemple, j'ai vu son documentaire sur Ivan Ilyin. On voit Mikhalkov filmer, expliquer qui est Ivan Ilyin, et Mikhalkov se prend pour un intellectuel. Évidemment, il ne l'est pas. Yakounine non plus. Le troisième, très proche idéologue de Poutine, c'est celui qu'on appelle son confesseur, le moine Tikhon Shevkunov, qui maintenant dirige un monastère fastueux, à 2 pas du KGB à Moscou d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui également était présent en 2005, quand on a transféré les cendres d'Ivan Ilyin du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois près de Paris à Moscou. Cette opération a été montée par des proches et financée par des proches de Poutine, et était présent à cette magnifique messe des défunts à la cathédrale de la rue des Rues à Paris, Nikita Mikhalkov et Tikhon Shevkunov. Je cite 3 personnes pour vous dire qu'il y a des techniciens qui écrivent des discours, mais il est évident, quand même, on est en Russie, il y a un respect pour la culture qui est réel et historique en Union soviétique et en Russie. Citer des philosophes, ça fait bien dans les discours en Russie aujourd'hui, et donc il y a des personnes qui viennent lui parler de leur lecture. D'accord. Alors, on rembobine d'un peu plus d'1 siècle, si je puis dire, et on s'arrête sur la figure de Danilevski, qui lui est un philosophe important de la fin du 19e. C'est les Slaves, c'est la Russie comme grand projet politique slave. Alors, oui, c'est ça. Danilevski, c'est le successeur, l'héritier de cette école qui rend philosophique la voie russe, si j'ose dire, que sont les slavophiles. Les slavophiles, tout au début du 19e siècle, s'opposent aux occidentalistes en disant la Russie a des spécificités culturelles qu'il ne faut surtout pas éliminer, qu'il faut cultiver. Un rapport à la religiosité, un rapport au pouvoir local, des qualités propres au peuple russe. Mais sans aucune prétention politique et impériale en ce qui concerne la première génération des slavophiles. Danilevski, lui, arrive dans ce qu'on appelle la 2e génération des slavophiles, c'est-à-dire après la guerre de Crimée, où les Russes déchantent un peu sur l'Occident et puis commencent justement à aller voir si l'Orient, c'est pas plus intéressant. Et Danilevski, d'ailleurs, qui est enterré en Crimée, qui sera peut-être demain le grand penseur national du renouveau russe, puisque à ce point-là. C'est ce que m'ont dit tous mes interlocuteurs à Moscou, qui connaissent bien le sujet, qui gravitent un peu autour de ces questions. Ils m'ont dit que Danilevski peut devenir le grand penseur du renouveau national depuis l'annexion de la Crimée, d'autant qu'il est enterré en Crimée, donc on verra bien un beau monument, une belle cérémonie pour les années qui viennent. Et donc Danilevski, lui, c'est le premier slavophile à dire il faut assumer l'hostilité avec l'Occident. Nous sommes, par nature, nous, Empire russe, insolubles dans l'Occident. On ne peut pas faire partie de l'Europe. Il faut admettre qu'il y a 2 entités distinctes qui ont une nature presque scientifique distincte. Il y a la Russie, trop grande, qui doit faire alliance avec tous les peuples slaves, et évidemment prendre la tête de cette alliance. Et puis de l'autre côté, il y a l'Occident, démocratique, bourgeois, technocratique, en perte de vitesse finalement, alors que la Russie et ses alliés slaves représentent la force montante. Eh bien, cette idée d'une hostilité d'essence avec l'Occident, cette idée d'une génétique des peuples qui favoriserait le peuple russe enthousiaste et discipliné à la fois contre un Occident qui ne sait plus très bien où il va, c'est une idée qui aujourd'hui bénéficie des faveurs de beaucoup de proches de Poutine et dans les cercles de pouvoir. Juliette Cadiot, pour compléter peut-être ce qui vient d'être dit, dans tout le travail que vous avez fait sur les politiques des nationalités dans la constitution de l'Empire, est-ce qu'on demeure sur cette idée d'un peuple russe, blanc, orthodoxe, slave, qui aurait des qualités particulières ou par rapport justement aux petits frères ukrainiens, par rapport aux peuples colonisés d'Asie centrale? C'est très difficile à dire parce que moi, alors je sais que ça a changé vraiment fondamentalement les conversations communes qu'on peut avoir à Moscou. Moi, c'est des thèmes que je ne sens pas particulièrement présents dans la population, donc ils sont très présents d'un point de vue idéologique et essentiellement parce que pour l'instant, Poutine est en train d'essayer
conquérir, il revient sur la stabilité des frontières et donc utilise pour ça un nationalisme russe important, et qu'en plus il a utilisé ce nationalisme russe puisque sa seule légitimité politique est de dire qu'il était là pour défendre les minorités russophones. Mais je parle également dans vos recherches historiques sur la période tsariste, sur la période soviétique. Est-ce qu'on était un peu dans cette hiérarchie des appartenances? Oui, alors il y a une hiérarchie très forte à la fin du 19e siècle, avec une tentative, oui, de différencier très fortement les grands Russes, mais qui sont aussi avec les Russes blancs et les Biélorusses, des autres peuples, mais pour des raisons assez politiques, donc pour des raisons vraiment de représentativité et là encore d'assises de légitimité politique. Donc actuellement, ce que je pense aussi intéressant, c'est la manière dont il y a quand même des enjeux très très forts mémoriels dans tout cet espace. On sait que, autour de la Seconde Guerre mondiale, il y a des très gros enjeux. On vient de fêter les 70 ans, le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Poutine n'y est pas allé, en disant qu'il n'avait pas été invité ou pas invité dans les formes. Ce qu'on sait de manière à peu près sûre, c'est que personne n'a été invité dans les formes et que donc Poutine n'a pas eu le traitement de faveur, mais aucune des personnes qui ne s'y sont rendues n'avait été invitée particulièrement puisque la cérémonie était dédiée aux victimes. Et d'autre part, l'anecdote qui n'est pas si amusante parce que finalement elle a pris des proportions un peu politiquement un peu exagérées, mais ce qui s'est passé, c'est que donc le Premier ministre, je crois, le président polonais a donc dit qu'il remerciait les Ukrainiens de la libération du camp d'Auschwitz et que évidemment c'est l'armée rouge qui a libéré le camp d'Auschwitz et que Poutine furieux et le ministère de la Défense dans un geste d'énervement a décidé de publier le nom de l'unité qui a libéré Auschwitz, de faire un décompte personne par personne pour savoir si dans cette unité il y avait plus d'Ukrainiens ou plus de Russes. Il se trouve qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens, mais qu'il y avait quand même plus de Russes, et donc ils ont pu revendiquer le fait que la libération d'Auschwitz a été faite par les Russes. Donc on se retrouve dans donc ça fait partie de ces batailles mémorielles toujours aussi vives autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais là, ça devient même presque aberrant, c'est-à-dire de retourner à une définition par l'appartenance ethnique de chaque individu. C'est vraiment ce qui dans l'histoire de l'Europe au XXe siècle, a créé un nombre de guerres inouï, et surtout dans cet espace entre l'Ukraine et les pays baltes, où plus de 40 millions de personnes sont mortes de 1933 à 1945. Donc entre la Grande Famine, c'est ça, et la Deuxième Guerre mondiale? Oui, entre la Grande Famine, la Seconde Guerre mondiale, les déportations de population, le fait que l'ensemble de la carte ethnique de ces régions a été complètement redessinée. Et 40 millions de morts? Non, 14 millions. 14 millions de morts. Ce qui est beaucoup déjà. 14 millions de morts. 14 millions de morts. Et donc c'est vrai que cet appel à une espèce d'identité primaire, ethnique, individuelle, qui est d'une part une absurdité dans des espaces très multiethniques, est assez affolante. Enfin, ça rappelle réellement tout ce XXe siècle qui a été particulièrement sanglant et où les frontières n'ont pas cessé d'évoluer avec des déportations en masse. Et c'est actuellement ce qui se passe en Ukraine, puisque beaucoup d'Ukrainiens quittent les partis. Et en quoi, selon vous, cette bataille mémorielle ou d'analyse sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a un enjeu politique aussi fort, justement par rapport à ce que pourrait être le projet politique de Poutine? Alors l'enjeu de la Seconde Guerre mondiale, il est très présent, et ça commence vraiment dans les années 2000. 2009, ça a été très présent, en grande partie au départ par le discours qui a été émis dans les pays baltes et en Ukraine et en Pologne, qui ont quand même fait de la terreur stalinienne et de leur position de victime vraiment le centre de leur identité politique. Donc face à ça, c'est vrai que le régime poutinien a répondu avec beaucoup d'incompréhension et beaucoup de difficultés, de temps en temps pour des bonnes raisons. Enfin, il y a eu quand même un amalgame très fréquent entre le génocide nazi et la terreur stalinienne, ou des formes
qui posaient problème. Il y avait eu le très discuté livre noir du communisme. Oui, qui a eu pas un énorme impact, mais non, mais qui s'est très bien vendu. Ce qui avait déclenché une Qui a grande réveillé les polémique. consciences à un moment quand même. Oui, oui, mais non, mais ça, Stéphane Courtois, c'est la préhistoire de cette histoire. Non, mais il y a eu d'autres affaires. En particulier, bon, le fait qu'il y a il y a un musée à Vilnius qui s'appelle le musée du génocide, où on ne parle pas du tout du génocide juif. Maintenant, ils ont créé une petite salle, mais on parlait surtout du génocide des communistes. Donc, il y a des batailles, les historiens se sont beaucoup chamaillés et continuent. Et face à ça, la Russie qui a mis... donc, il y a eu le jubilé de la Seconde Guerre mondiale, et la Russie a décidé vraiment de mettre cet événement de la victoire au centre de sa construction vraiment des dernières années, avec la réhabilitation de Staline comme grand chef de guerre. Et donc une grande revalorisation sur une histoire proche qui est encore plus importante, parce que bon, il y a eu 25 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, donc toute famille se souvient des grands-pères, des lignées familiales totalement détruites par ce grand événement. Donc c'est très important pour comprendre actuellement ce qui se passe en Ukraine, la manière dont le régime poutinien qui crée des lois mémorielles, qui interdit à ce qu'on falsifie l'histoire de la Seconde Guerre mondiale actuellement. Il y a une loi qui a été prise il y a quelques mois qui fait qu'on peut aller 3 ans en prison si on falsifie la manière dont on parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez concret sur tout ça qui se passe. Je vais juste ajouter 2 choses à ce que vous dites. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, du point de vue russe, il y a une utilisation très concrète de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans cette lutte mémorielle que vous avez décrite. Premièrement, évidemment, c'est la télévision russe et le pouvoir russe qui expliquent que le pouvoir de Kiev est une junte fasciste. Donc il y a une utilisation évidemment du vocabulaire utilisé les bandéristes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les bandéristes, les fascistes. Donc là, il y a une utilisation massive et directe de la Seconde Guerre mondiale, du lexique, de la sémantique de la Seconde Guerre mondiale pour criminaliser totalement le pouvoir démocratiquement élu à Kiev. Première utilisation. Deuxième utilisation un peu plus vague, mais à mon avis qui va prendre de l'ampleur dans les prochains mois, parce que l'actualité aujourd'hui, évidemment en Ukraine et en Russie, est très agitée, et qu'on s'approche des 70 ans de l'anniversaire de la victoire, qui sera fêté en Russie le 9 mai. Et je peux vous dire que ça va être énorme, et qu'il y aura des discours qui vont enfler, et que déjà, il y a quelques années, en 2012, je crois, et là je cite Poutine de mémoire, lors du discours de la victoire, celui-ci disait « Nous sommes donc les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'armée soviétique qui a libéré l'Europe, ceci nous donne un certain droit moral, le droit d'affirmer nettement notre position. » C'est-à-dire que Poutine va, dans les mois qui viennent, et je pense que c'est absolument certain qu'il va le faire, utiliser le droit moral qu'il s'attribue en tant que dirigeant politique pour la victoire, évidemment la libération de l'Europe par l'armée soviétique, pour s'opposer de plus en plus clairement à d'autres peuples. Il a, si j'ose dire, organisé son auto-exclusion des commémorations d'Auschwitz pour montrer à son peuple, regardez, on n'accepte pas que nous puissions faire valoir ce droit moral. Nous sommes, l'Occident, comme depuis des siècles il le fait, nous isole, cherche à nous contenir. Donc il faut affirmer avec plus de force encore cette voix russe que l'Occident essaye de faire taire. Alors, on va terminer ce débat par un dernier personnage qui est important, vous écrivez, vous expliquez combien il inspire également Poutine sur ce grand projet politique qu'on appelle le projet eurasien, c'est Alexandre Douguine. Alexandre Douguine, qu'on connaissait à Moscou il y a une quinzaine d'années, comme, je dirais, un fou illuminé d'extrême droite, complètement aux marges, j'allais dire encore plus excentrique que Jirinovski. Il y a une quinzaine d'années, je me souviens de l'avoir connu comme ça, et on a l'impression qu'il est aujourd'hui est-ce qu'il est vraiment l'un des inspirateurs du régime? Alors, je pense qu'il faut être très clair. Tous les
toutes les personnes avec qui j'ai parlé, d'ailleurs j'ai longuement parlé avec Douguine lui-même, mais tous les autres m'ont dit qu'il n'était pas celui qu'on présente parfois dans la presse occidentale comme le gourou de Poutine. Poutine ne veut pas être lié effectivement à cette personne qui est considérée par beaucoup, notamment en Occident, comme un hurluberlu d'extrême droite. En effet, Douguine lit deux corpus idéologiques. D'abord l'eurasisme, dont je vais reparler dans un instant, et puis quand même un corpus très clairement tiré de la nébuleuse de la pensée fasciste. Douguine considère qu'il y a un empire de la terre qui doit s'opposer à l'empire de la mer, reprenant une vieille idée de Carl Schmitt écrite pendant la bataille d'Angleterre en Allemagne. Donc l'idée suivant laquelle il y aurait un empire de la terre qui doit lutter contre la thalassocratie, évidemment dirigée par les juifs, donc un délire d'extrême droite. Donc il y a chez Douguine donc, le racisme, et il y a aussi Carl Schmitt, Julius Evola, René Guénon, c'est-à-dire toute une sorte de mystique occultiste, paranoïaque, messianique, qui, évidemment, n'ont pas grand-chose à voir, malgré tout, avec la politique poutinienne actuelle. Reste que Douguine a une influence sur la société. Il est très lu, très commenté. Bon, il vient d'être chassé de l'université de Moscou, mais il a quand même une certaine aura. Le plus important, à mon avis, le plus sérieux, c'est qu'il y a une inspiration eurasiste chez Poutine. En tout cas, Poutine cite un autre penseur eurasien qui est Lev Gumilyov, qui considère que finalement la Russie a avantage non pas à s'allier avec l'Europe, mais à prendre la tête de ce grand ensemble eurasien multiconfessionnel, d'où une attitude extrêmement tolérante vis-à-vis de l'islam, multiethnique, et que la Russie devrait pouvoir, dans les années qui viennent, prendre la tête de ce grand empire eurasien. Vous savez que depuis le 1er janvier 2015, l'Union économique eurasiatique vient d'être créée. Donc je pense que aujourd'hui, Poutine a devant lui véritablement des impérialismes à la carte. Parce qu'en même temps, tout ce que vous décrivez fait un peu bric-à-brac idéologique ou boîte à idées selon les moments, les opportunités, les publics. Oui, Poutine est un pragmatique qui s'est servi d'un discours idéologique pour mobiliser son peuple et pour mobiliser d'ailleurs des opinions à l'étranger. Discours ultra-conservateur, discours sur la voie russe, projet eurasien. Ce sont des discours qui parfois sont contradictoires les uns avec les autres, mais qui lui permettent d'avoir devant lui un panel de possibilités. Parfois, il pourra appuyer sur la touche eurasiste pour essayer de faire pression sur certains peuples d'Asie centrale. Parfois, il appuiera sur la touche conservatrice pour séduire les Européens. Et parfois, il appuiera sur la touche de la voie russe pour mobiliser son peuple. Donc, Poutine, je pense, est un pragmatique qui est en train de s'enfermer de plus en plus dans une idéologie. Il a face à lui un panel de possibilités. Et le problème pour nous, pour les Européens, c'est qu'il risque de s'en servir. Juliette Cadio, vous vouliez compléter? Ou sinon sur le fait qu'il risque de s'en servir. Non. Ou sinon sur ce projet eurasien, est-ce que dans vos recherches historiques, qui balayent quand même un siècle et demi, c'est une constante? Vous l'avez retrouvé du temps des tsars? Vous l'avez comme Michel l'a dit, c'est surtout avec Lev Gumilyov, et c'est vraiment une pensée qui émerge un peu, dont les origines sont la fin du 19e siècle, mais qui émerge beaucoup dans les années 50, 60. Il y a un certain nombre d'ouvrages là-dessus. Et c'est vrai que c'est un projet à la fois géopolitique qui permet de parler à un certain nombre de régions, qui permet encore une fois à parler d'une voie russe mais impérialiste. Et donc ça permet de faire le lien avec un projet impérial. Impérialiste, je dirais où? Vers l'Asie centrale? Vers l'Asie centrale. Oui, vers l'Asie centrale, vers le Chinois, Caucase. Oui, mais il y a aussi, je ne sais plus combien de milliers de frontières avec la Chine. Donc là, le projet impérial vis-à-vis de la Chine. En tout cas, au moment où Poutine attaquait l'Ukraine, c'est un peu vite dit, mais disons au moment où il y avait où la Crimée a décidé de rentrer dans la Fédération russe. C'est un peu vite dit aussi. Selon au moment de l'annexion de la Crimée, pour le dire autrement, M. Poutine était très souvent en Chine et expliquait que sa vraie alliance était avec sa voisine asiatique. Et donc là, tout le discours anti-américain,
toute l'idée d'une troisième voie apparaît. Donc c'est vrai que il a une machine, une boîte à outils extrêmement bien huilée et qui peut parler à beaucoup de personnes différentes, sauf aux démocrates pour l'instant, mais puisqu'il a cité à un moment Kant, peut-être qu'il peut la réutiliser. C'était il y a longtemps. En tout cas, il l'a quelque part. C'était au tout début de sa première présidence. Donc voilà, et c'est vrai que cette construction idéologique est assez impressionnante depuis les 10 dernières années. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat et à très bientôt. Merci. Merci.